Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette webconférence Cancer et vie intime et sexuelle. Et si on en parlait vraiment, on sait qu'il existe un réel impact chez certains patients du cancer sur la vie intime et la vie sexuelle. Et ce soir, le format proposé est vraiment très original et c'est ce qu'on aime faire avec Laure, c'est-à-dire donner la parole à des expériences, à une expertise patient, des témoignages patients. Et c'est ce qu'on va avoir ce soir grâce à Colette. Bonsoir Colette. Donc tu es co-responsable de Mon Réseau Cancer Colorectal. Bonsoir. Et Cyril, donc tu es l'autre responsable de Mon Réseau Cancer Colorectal. Et tous les deux, vous avez lancé une enquête auprès de patients, donc pour avoir leurs besoins, leurs constats, peut-être leurs interrogations. Et donc, vous allez nous présenter ces résultats. Et sur la base de ces résultats, nous aurons donc l'intervention ensuite du docteur Opomerol. Bonsoir, docteur Opomerol. Donc, vous êtes gynécologue et sexologue à Gustave Roussy. Et vous pourrez donc éclairer peut-être certains aspects de ces résultats avec en duo, alors pas simultané, mais successif avec Sébastien Landry. Donc Sébastien, vous êtes sexologue au Mans. Et donc, pareil, vous pourrez éclaircir certains résultats présentés par Colette et Cyril. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais laisser la parole à Laure. Et je vous souhaite à tous et tous une très bonne webconférence. Bonsoir, donc bienvenue à toutes et à tous. En fait, on est particulièrement heureux ce soir de cette rencontre. Elle fait l'écho finalement d'une réalité qu'on a retrouvée sur nos différents réseaux, sur lesquels d'ailleurs on a des groupes vie intime et sexualité qui permettent aux personnes concernées par les cancers d'échanger au quotidien. Et puis, il y a un peu plus d'un an, Colette et Cyril, donc se sont dit, mais vraiment, nous, dans notre expérience à nous et puis dans ce qu'on voit sur Mon Réseau Cancer Colorectal, il faut vraiment qu'on fasse bouger les lignes. Et donc, il y a eu donc un questionnaire qui a été construit, j'allais dire un questionnaire assez dense, dans lequel plusieurs soignants et spécialistes ont aussi apporté leur regard. Et il y a juste un an, finalement, on a partagé donc d'abord ce questionnaire sur Mon Réseau Cancer Colorectal et on va dire plus largement pour les patients concernés par ces maladies. Et puis, ça a été décliné parce qu'évidemment, ce n'est pas la même chose en fonction des types de cancers. Donc, dans le cancer gynéco, pour septembre turquoise, dans le cancer du sein, pour octobre rose et dans les cancers du poumon en novembre, pour novembre perle. Et donc, mis bout à bout, après tous ces mois, on a eu un grand nombre de réponses qui vont vous être présentées donc, dans quelques instants. Et je voulais juste apporter quand même peut-être une précaution de lecture. On parle de sujets quand même complexes, intimes, assez tabous. Cette enquête était assez approfondie. Et donc, en fait, on pense que les personnes qui nous ont répondu sont des personnes qui ont des choses à nous dire par rapport à leur vécu. Et donc, c'est souvent, on va dire aussi, à prendre comme un aiguillon pour faire mieux. Ce n'est pas forcément des résultats qui vont être représentatifs de toute la communauté des patients ou des personnes concernées. Et bien entendu, nos soignants spécialistes pourront apporter aussi leur recul aussi sur cela. Donc, écoutez, je passe avec grand plaisir la parole à Colette et Cyril qui vont vous partager donc, ces résultats généraux, sachant qu'on vous retrouvera dans les mois qui viennent pour des résultats donc, dans les différents types de cancers plus précisément. Bon, c'est moi qui vais démarrer. Donc, bonsoir, je suis Cyril Sarost. Vous pouvez lancer le diaporama. Donc, je suis co-responsable de Mon Réseau Cancer Colorectal et on a donc décidé de vous parler ce soir de santé sexuelle, puisque la santé sexuelle fait partie de la santé globale. C'est une définition de l'OMS et du coup, tout le monde a le droit à une santé sexuelle, quelle que soit sa pathologie et quel que soit son âge. On vous présente ici cancer, vie intime et sexuelle. Et j'insiste sur le vie intime, puisque contrairement à certains questionnaires que certains d'entre vous, certains patients ont pu voir, donc l'IEF pour les hommes et le FSFI pour les femmes, nous, on va s'intéresser aussi à l'intimité et pas qu'à la fonction sexuelle purement. Donc, on va vous présenter ici quelques morceaux choisis de cette grande enquête. C'est moi qui passe les diapos, excusez-moi.
quelques morceaux choisis, parce qu'il y avait évidemment beaucoup de questions et on ne peut pas toutes les montrer. En fait, il y avait 174 questions, ce questionnaire. Et ici, en fait, on a environ 430 personnes qui ont répondu à l'enquête. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une grande majorité, 65%, qui était entre 40 et 60 ans. Donc, c'est bien ce que je vous disais, il n'y a pas d'agisme dans la santé sexuelle et dans la vie sexuelle. On les considère. On est quelque part content qu'il y ait peu de personnes jeunes qui n'aient pas répondu. On va se dire, comme c'était pour le cancer, a priori, on va se dire, mais il y a moins de personnes jeunes touchées par le cancer, ça c'est très bien. On va remarquer qu'il y a beaucoup de femmes qui ont répondu, mais ça, c'est assez classique. Dans nos réseaux, on a plus de femmes que d'hommes. Et finalement, les femmes sont plus enclins à parler de santé que les hommes qui se cachent toujours derrière leur écran, comme ce soir, par exemple, en ce qui nous concerne, et on peut en parler. Il y a énormément de personnes qui ont commencé à regarder l'enquête, pratiquement 1400, et en fait, seuls 35% y ont répondu. Alors, pour deux raisons, il ne faut pas s'affoler par rapport à ça. C'est que le questionnaire était très long, et il était très, on va dire, intime, puisqu'on a parlé de vie sexuelle et intime, mais on a parlé aussi des pratiques sexuelles. Et donc, peut-être que les gens voulaient bien parler de pathologies liées à la sexualité, mais pas de leurs pratiques. Ils ont peut-être arrêté, du coup, parce qu'on posait des questions pratiques, mais c'est très intéressant sur les résultats d'être allé aussi loin. Pour faire un petit focus des personnes qui ont été interrogées, donc vous voyez que les malades atteints d'un cancer du sein ont répondu largement, suivi du cancer colorectal, qui était donc la première enquête que l'on avait menée. On parle de stomie ici, donc la stomie, c'est un abouchement des voies digestives ou urinaires au niveau du ventre, de l'abdomen, pour évacuer les urines ou les selles, soit de façon temporaire pour protéger une opération, soit de façon définitive. Et on a voulu le mettre et l'afficher ici, c'est important parce que vous allez voir que l'image de soi est importante, et quand on a une poche en plastique collée sur l'abdomen pour récupérer ses selles ou ses urines, forcément, sa propre image est altérée et renvoie quelque chose qui ne nous plaît pas forcément et qui va donc avoir un impact sur notre vie sexuelle et intime. Ce qu'on peut voir, et ce qui est très intéressant et relativement dramatique aussi, c'est que, alors, la plupart des personnes n'ayant jamais entendu parler du fait que le cancer aurait un impact sur leur vie sexuelle, certainement, en fait, on voit que 50%, il y a une baisse de 50%, aussi bien envie d'avoir des relations sexuelles, 50% sur la capacité à ressentir une excitation. S'il y a stimulation, il n'y a pas d'excitation. Et une chute aussi de 50% par rapport à l'avant-cancer de ressentir du plaisir, donc d'aller jusqu'à l'orgasme. Donc en fait, on voit que la sphère, la sphère sexuelle est impactée très très fortement par ces maladies-là. Les facteurs non sexuels qui impactent sont, comme on peut s'en douter, la fatigue, puisque c'est un des premiers symptômes du cancer, des traitements du cancer, sont une image négative de soi, je vous ai parlé de la stomie par exemple, évidemment des douleurs, où qu'elles soient, ça peut être des douleurs au niveau urogénital, mais ça peut être des douleurs cicatricielles, ça peut être des douleurs à plein d'endroits. Les troubles du sommeil qui vont donc forcément augmenter la fatigue et augmenter le stress vous rendre les gens moins, on va dire, prêts à avoir des rapports sexuels. Et enfin, la transformation corporelle, parce que prise de poids, perte de poids, etc. Donc, c'est pas le bon bouton, excusez-moi. La répartition homme-femme, on pouvait, on l'a vu au début, mais on peut s'en douter aussi. La fatigue touche plus les femmes, les douleurs, enfin tout touche plus les femmes que les hommes. Mais on retrouve ces grands items que sont fatigue, douleur, transformation corporelle et troubles de sommeil impactant la vie sexuelle. Maintenant, au niveau du top 5 des effets indésirables d'ordre sexuel cette fois-ci, on va retrouver la baisse ou l'absence de désir. Alors, après, vous pourriez me dire, mais est-ce que c'était pendant le soin? Parce que du coup, on a moins envie. Est-ce que c'est une peur d'avoir des relations sexuelles alors qu'on est en traitement ou post-traitement, où on peut avoir peur de douleurs ou de choses comme ça? Des douleurs, évidemment, dans la sphère urogénitale, l'absence d'orgasme et ou la difficulté à l'atteindre, on en a parlé. Du coup, ça crée une frustration et du coup, l'envie d'aller plus loin et de s'épanouir dans sa sexualité est moindre. Trouble de l'excitation, alors que ce soit la dysfonction érectile pour les hommes, que ce soit un problème de lubrification pour les femmes, c'est tout trouble de l'excitation. Mais il y a des solutions, je pense qu'on en parlera après. Et après, il y a la complexité aussi de certaines positions, toujours pareil, stonie, douleur, image de soi, où on veut se préserver. Et là, on va refaire
un comparatif homme-femme, où finalement on retrouve les 3 grands items que sont l'absence ou la baisse de désir, les douleurs de la sphère urogénitale et l'absence d'orgasme, avec les femmes qui en parlent plus et qui, du coup, ont répondu de façon plus importante à ce sondage. Mais il est quand même très intéressant de voir que ces chiffres sont quand même très importants, et particulièrement chez la femme, mais là, on se doute que ça va avoir un lien avec la pénétration, donc la lubrification, le vaginisme, et il y a 42% de douleurs liées à la sphère urogénitale. Et je laisse la parole pour la suite à ma collègue Colette. Merci, merci Cyril. Et donc, en fait, pour poursuivre, on s'est également intéressé à la perception, en fait, des impacts sur je dirais, le partenaire, c'est-à-dire comment le patient qui est affecté par toutes ces problématiques que vient de nous exposer Cyril, eh bien, comment il perçoit les impacts chez son partenaire. Et donc, on voit qu'il y a que les impacts sont notamment comme pour les autres, les patients, tout ce qui concerne l'aspect désir, donc baisse ou absence de désir. Bon, le fait que le partenaire soit moins engagé, parce que il faut dire que c'est une charge mentale importante hein, lorsque la personne avec qui on vit en fait est impactée. Et là, en fait, cette partie de l'étude est basée autour de 300 répondants qui étaient en couple avant l'annonce et qui sont restés en couple après, d'accord ? Et en fait, le côté aussi positif, parce que quand nous avons posé des questions, nous sommes aussi intéressés évidemment aux aspects positifs et il y a 24% qui disent que le partenaire a été plus créatif pour adapter l'intimité. Et ça, c'est vraiment un élément important. Et bien évidemment, tout cela s'accompagne de troubles de l'excitation, quelquefois, de la part du partenaire aux alentours de 16%. Mais vous l'avez remarqué, hein, de ce qu'a présenté Cyril, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les femmes, globalement, sur l'ensemble de ce que l'on a présenté, montrent qu'elles sont plus impactées. Alors, quand on dit tout cela, la question qui se pose, c'est comment se fait l'information et l'accompagnement des patients. Comment ça se passe en fait quand on est atteint du cancer, quand on est dans son parcours de soins, comment est-ce qu'on a accès à ces informations? Eh bien, c'est bien là où se trouve la difficulté. Donc là, vous avez différents chiffres hommes et femmes. Alors, aucune information donc sur l'impact du cancer sur la sexualité, mais par un professionnel de santé, c'est-à-dire ça lorsque vous êtes en contact avec les professionnels de santé. Donc, on voit bien que les chiffres sont extrêmement élevés, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un manque d'information hein, en général. Donc là, c'est une question qu'on a posée à tous les répondants. Et on s'est intéressé aux 168 personnes qui ont déclaré souffrir de troubles sexuels suite à l'annonce. Donc, pendant je dirais, leur parcours de soins et même après. Et donc, on se rend compte qu'il y a en fait vraiment des difficultés parce que difficulté de discuter des troubles avec le professionnel parce qu'on n'en parle pas, il faut le dire. C'est un sujet tabou, mais ce n'est pas seulement du fait que c'est un sujet tabou, c'est également lié au fait qu'il y a le problème de formation aussi. Donc, des soignants, en fait, les soignants que l'on voit le plus quand on est dans son parcours de soins, c'est quand même l'oncologue. Et l'oncologue a vraiment, on peut dire, la tête sous l'eau, beaucoup de patients à voir. Et donc, il y a effectivement ce côté, d'une part, ne peut-être pas avoir le temps, ne pas se rendre compte que c'est important. C'est important et on va discuter tout à l'heure de qu'est-ce qu'il faudrait changer. Ce sera intéressant d'avoir cette discussion, mais ce n'est pas normal de ne pas pouvoir en discuter. Et puis, il y a le côté sujet tabou, quoi. Comme je le disais tout à l'heure, la gêne de parler de ces troubles sexuels par le patient lui-même hein, avec le professionnel de santé. Donc, vous voyez que c'est à peu près équivalent pour les hommes et pour les femmes.
Et puis, donc, aucun accès aux soins de support liés aux problématiques sexuelles. Là, on va voir ça plus en détail dans ce qui suit, mais ça, c'est effectivement une grosse difficulté parce qu'en fait, il y a des centres de soins qui proposent ce qu'on appelle des soins support avec effectivement donc des soins support un peu plus adaptés ou un ou une sexologue, mais ce n'est pas le cas dans tous les centres. Alors ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est qui informe les patients en fait des impacts. Alors, aucun soignant, bon là, c'est pas surprenant par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, donc voilà, 60%. Et en fait, l'oncologue, qui est la personne que l'on voit le plus souvent, eh bien, on n'a pas cette information. Et je dirais même, puisque bon, je suis donc co-responsable au sein de mon réseau cancer colorectal avec Cyril, mais je suis aussi en 3e année de thèse de doctorat et ma thèse porte précisément sur cette problématique. Et en fait, quand je discute avec des patients, eh bien, ils me disent la plupart du temps, eh bien que voilà, c'est pas un sujet en fait, c'est pas un sujet qui est abordé, d'où voilà, ce chiffre est vraiment très très bas. Les gynécologues, c'est pareil, hein, c'est pareil. Même si le gynécologue est très au courant de la situation, parce que généralement les patients donnent cette information, eh bien, voilà, il y a également cette faiblesse en termes d'information. Le chirurgien, ça aurait pu venir également du chirurgien, parce que ce qu'on a constaté également, bon là on l'a pas mis dans les chiffres comme disait Cyril, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations, mais il y a environ plus de 40% des personnes qui ignoraient que les traitements du cancer pouvaient avoir un impact sur leur vie intime et sexuelle. Et quand vous vivez ça et que vous ne savez pas, vous ne vous doutez pas que ça peut venir de là, effectivement, c'est un sujet. Donc, le chirurgien pourrait effectivement être un vecteur, mais bon, le chiffre est très bas. Et voilà, on peut continuer comme ça. Et 3% au niveau sexologue, mais là, ce n'est pas surprenant parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y a vraiment beaucoup à faire pour qu'il y ait un peu plus d'accès à ces professionnels et puis surtout que les patients voilà, veuillent y aller parce que quelquefois, il peut y en avoir et il peut y avoir un blocage au niveau des patients. Alors ensuite, là, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est qu'on dégrossisse un peu plus, donc qui a pris l'initiative, par exemple, de discuter des troubles sexuels. Donc là, on voit que c'est 45%, donc ça a été le patient, 11% le professionnel de santé. Donc voilà, ça confirme un peu tout ce qu'on disait tout à l'heure. Et en fait, aucun des deux, 44%. Et là, dans notre enquête, il y a 39% des patients qui ont déclaré souffrir donc, de ces troubles, ce qui représente en fait 168 patients. Et 5% des patients ont pu en parler tout au long de leur parcours de soins. Et ça, c'est vraiment un élément qui est vraiment à améliorer et qui est vraiment important, un problème important. Alors ensuite, en ce qui concerne les traitements, parce qu'on pourrait se dire, voilà, parce que ce que nous, on a relevé dans cette enquête, eh bien, c'est quand même très similaire aux différentes enquêtes que l'on peut trouver au niveau de la recherche, etc. Donc, on ne peut pas dire, en fait, ce que notre travail apporte, c'est des choses qu'on sait déjà. On a été plus loin, comme disait Cyril, à parler des pratiques sexuelles et puis on a vraiment posé des questions avant, après, etc., qui permet vraiment d'affiner un peu la problématique. Mais les troubles sexuels suite à un cancer, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment connu, quoi. Et donc, comment est-ce qu'on les traite? Ben, c'est là tout le problème. 14% ont bénéficié de soins support liés à cette problématique. Et c'est vrai, bon, moi, je suis dans un centre de soins depuis 2004. Enfin, bon, j'ai changé de centre de soins pour mon cancer du côlon. Bon, j'ai eu pas mal de récidives, pas mal de chirurgies, des chirurgies quand même assez invalidantes.
Eh bien, à aucun moment dans mon parcours, on en a parlé. Et je dirais même jusqu'à aujourd'hui, c'est pas un sujet. C'est vraiment pas un sujet. Donc, c'est vrai que les soins de support, on peut les connaître par les centres d'information dans les hôpitaux, mais c'est vrai que nous, patients, on n'a pas toujours le réflexe de le faire. Voilà. Et donc, c'est vraiment dommage. Et 4% ont bénéficié de sessions de sexothérapie. Donc là, vraiment, il y a vraiment beaucoup à faire à ce niveau-là. Et enfin, la dernière information que l'on voulait partager avec vous, c'est, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi les patients n'ont pas bénéficié de sessions de sexothérapie? D'accord? Donc là, on parle des patients, des 159 patients qui ont déclaré donc avoir des troubles et qui n'ont pas bénéficié de sexothérapie. On a voulu savoir pourquoi. Et donc, je ne savais pas que je pouvais en bénéficier. 53%, c'est énorme. J'en avais jamais entendu parler. Voilà, vous voyez, on est à 54%, parce que les gens pouvaient cocher plusieurs aspects. Je ne sais pas quel professionnel de santé en parlait. Donc là, ce sont des gens qui étaient plus ou moins au courant, mais qui ne savaient pas à qui en parler. Bon, le côté, il faut payer, quoi, non pris en charge, quelquefois, d'accord, qui peut jouer. Pas de professionnels dans le centre où j'étais. Bon, ça, c'est vrai que ça arrive. Mes soignants n'ont pas pu me fournir des contacts. Et bon, difficulté à avoir des rendez-vous. Donc en fait, voilà, c'est ces éléments-là qu'on a choisi aujourd'hui de mettre en avant parce que on part du principe qu'il est essentiel que les patients soient au courant de toutes ces problématiques et de façon aussi à se prendre en main, quoi. C'est quelque part, et de ne pas toujours attendre que l'information vienne des soignants, même si, comme vont nous l'expliquer le docteur Opomerol et puis Sébastien, ça bouge énormément. Il y a beaucoup de choses qui se font pour justement changer les choses. Voilà. Merci beaucoup Colette et Cyril, et je pense qu'il y a vraiment cette première étape qui est de dire il faut que un peu partout, au sein des associations de patients, sur les réseaux sociaux adaptés évidemment, dans les centres de soins, tout simplement cette information que ça existe et qu'on peut éventuellement se faire aider si on est concerné. On peut poser des questions à des personnes qui ne sont pas forcément les soignants, on va dire, qui prennent en charge la maladie, comme les chirurgiens, oncologues, etc. Mais voilà, savoir qu'il y a des parcours dédiés, des consultations dédiées où en fait la parole va pouvoir se libérer tout en respectant sa pudeur, parce que c'est pas toujours facile de parler de tous les sujets avec, par exemple, le médecin, entre guillemets, avec qui on parle vraiment des résultats pour prendre en charge sa maladie, etc. Donc, merci beaucoup. Moi, je crois que c'est vraiment déjà très, très important cette première série de… Et je voulais juste préciser une chose, c'est important, parce que j'ai regardé dans le chat là, c'est important. Les résultats qu'on vous présente n'est pas lié au cancer colorectal. Hein. C'est vraiment pas du tout lié qu'au cancer colorectal. C'est des résultats qui concernent le sein, le poumon, le gynéco et le colorectal. Il se trouve que Cyril et moi, nous avons un cancer colorectal et nous faisons partie du réseau Mon Cancer Colorectal. On s'intéresse tous les deux à cette problématique, mais l'enquête que l'on a faite est vraiment plus générale. Je tenais à le préciser, c'est important. Oui, oui. Alors, on a une question de Ludovic. Et donc, Ludovic, c'est un habitué des webconférences, on le connaît bien, qui est soignant, qui intervient souvent avec nous. Et lui disait donc que dans la consultation d'annonce, ça fait partie justement d'expliquer aux patients que ça peut être un impact. Mais il disait comment on pourrait faire, puisque c'est vrai qu'en regardant les résultats, peu d'oncologues en parlent d'eux-mêmes aux patients ou évoquent le problème. Est-ce que vous avez réfléchi, vous, alors Colette, Cyril, au vu de ça et de peut-être ta thèse, Colette, comment former mieux ou autrement les professionnels de santé, ou peut-être docteur Opomerol ou Sébastien Landry, si vous avez des groupes de réflexion justement, comment faire que les médecins soient aussi mieux formés à aborder le sujet. Alors, moi, je veux bien commencer à répondre et puis bon, je suis sûre que
que Marion aura des choses à dire et Sébastien et Cyril aussi. En fait, moi j'ai beaucoup réfléchi évidemment à la question, notamment suite à ce travail de recherche que je fais. Mon sentiment est le suivant. Moi j'ai beaucoup d'empathie pour les oncologues qui ont la tête sous l'eau, qui ont tellement de patients. Il suffit de voir les salles d'attente. Et donc, en fait, on n'attend pas d'eux qu'ils deviennent, comment dirais-je, des sexologues. Par contre, ce qu'on attend d'eux, et pour moi, c'est tellement important parce que c'est vraiment, c'est notre lien, en fait, avec notre survie, si j'ose dire, l'oncologue. On le voit régulièrement. C'est qu'il nous donne le sentiment qu'on est autorisé à parler de ce sujet-là, qu'on est autorisé, que c'est un sujet normal, comme on parle de la nutrition, dans mon cas, le cancer colorectal, la nutrition, etc., qu'il donne le sentiment que c'est un sujet que l'on peut aborder, d'accord? Et en posant une question très simple, comment ça se passe, comment ça va, enfin, bon, bref, en donnant cette légitimité, et puis, en fonction de la façon dont réagit le patient, et bien de lui dire, vous savez, vous pouvez vous adresser à telle ou telle personne dans le centre. C'est tout. Pour moi, c'est rediriger, quoi. Un rôle de rediriger, ça prend quelques secondes, mais c'est important. C'est vraiment autoriser le patient à se sentir pas illégitime d'en parler. Voilà. Exactement. Si je peux rajouter, le but, c'est vraiment ça, c'est de faire, d'ouvrir le dialogue, que le dialogue ne soit pas fermé. Et du coup, comment aider les soignants, puisque c'était ça la question. Dans certains centres, maintenant, il y a des soins de support, il y a des sexologues qui sont formés, ils vont faire des formations pour leur personnel du centre. Et moi, typiquement, j'interviens en tant que témoin dans ces conférences-là, dans ces formations pour les soignants, en tant que témoin, en expliquant ce qui m'est arrivé, en expliquant ce que j'aurais voulu entendre ou en expliquant ce que j'ai besoin de dire. Et à partir de là, la problématique est venant directement du patient, les soignants l'entendent, ils se disent « Ah bah oui, tel patient en parle, tel patient a envie d'aller sur ce chemin-là, allons-y ». Et du coup, ça ouvre, ça libère vraiment le discours. Marion et Sébastien, vous avez, vous, une expérience justement vis-à-vis de la formation dans vos centres? Sébastien, ton micro est fermé. Pardon, excusez-moi. Oui, alors moi, je sais que je réalise pas mal de formations pour les professionnels de santé, et notamment depuis l'année dernière, avec l'Université de Poitiers, j'ai créé un DU de conseiller en santé sexuelle qui est disponible pour tous les soignants. C'est une formation qui peut se faire à distance. Il n'y a qu'un seul rassemblement vraiment physique à Poitiers, où là, je vais apprendre, et pas que moi, hein, des médecins, d'autres sexologues, des professionnels de la santé vont apprendre à aborder les problématiques de santé sexuelle, donner des réponses concrètes, vers qui réaiguiller quand il y a des problématiques plus spécifiques, etc. Donc, il y a des formations qui s'ouvrent de plus en plus maintenant. Moi, je peux compléter rapidement, mais j'ai l'impression que tout a été globalement dit. Je pense que ce qui est très important, c'est ce qu'a dit Colette, c'est sensibiliser les professionnels à ouvrir la porte et à légitimer le fait d'aborder le sujet. Donc vraiment, leur donner des clés pour aborder le sujet, parce qu'il y en a plein qui disent « mais comment on fait entre les examens à récupérer, ceux à prescrire, l'examen clinique, etc. pour aborder la sexualité ?» En fait, le fait de rendre ça systématique, comme on demande s'il y a des douleurs, s'il y a des nausées, s'il y a des effets indésirables, parler de sécheresse, éventuellement douleur pendant les rapports, baisse de désir, essayer de le systématiser. Et puis, surtout, et quand on n'est pas très à l'aise avec le sujet, réadresser les patients. C'est tout ce qu'on demande, pas que les professionnels gèrent tout. On ne peut pas tout gérer. Nous, on a une formation spécifique, mais réadresser aux bonnes personnes, éventuellement donner quelques ressources. Nous, on a créé aussi des flyers d'information qui permettent aussi d'avoir des idées un peu des effets secondaires qu'il peut y avoir sur la santé sexuelle, sur la vie gynéco, etc. Des ordonnances types. Donc déjà, voilà, donner quelques petites choses quand on peut et surtout réadresser. Je pense que c'est le plus important, adresser aux bonnes personnes pour que tout le monde ait un accès équitable à des soins en santé sexuelle, quoi.
Et juste pour rebondir sur cet échange, je pense que c'est vrai que c'est très important de penser aux soignants en général. Il y a les médecins, bien sûr, qu'on rencontre, mais il y a aussi justement tous ces infirmiers, infirmiers d'annonce, infirmiers de pratique avancée, infirmiers de coordination, parce que c'est pas toujours au tout début du parcours de soins que, en fait, cette question-là, elle va devenir pesante. Donc, parfois, ça peut être aussi des soignants qui sont impliqués dans le suivi sur le long cours, etc. Donc, voilà, je pense que d'adresser plus largement ce sujet, ça va vraiment nous aider. Alors, du coup, passons maintenant à la parole justement des soignants. Marion, c'est à vous. Alors, donc moi, je suis gynécologue médicale et sexologue et je travaille à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, qui est un centre de lutte contre le cancer. Alors, il y a des choses qu'on a déjà un peu abordées où j'irai plus vite et j'essaierai de me concentrer un peu sur les aspects très pratiques. Mais la sexualité, ça peut vraiment prendre plein d'aspects dans nos têtes en fonction de notre vécu, de nos expériences et où on en est dans sa propre vie. Et ça, c'est le cas pour les hommes, les femmes, les patients, mais aussi pour nous, les soignants, parce que effectivement, on n'est pas tout à fait neutre en matière de sexualité. On a nous aussi notre vécu et nos difficultés et nos tabous sur le sujet. Donc, je vais commencer par quelques petits rappels, mais vraiment très rapides sur la santé sexuelle. Donc, la santé sexuelle, c'est défini comme un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social associé à la sexualité, avec la possibilité d'avoir des expériences qui apportent du plaisir. Donc, c'est important, je trouve, cette phrase sur le plaisir, parce qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup du risque en sexualité et pas assez du plaisir qu'on y prend, alors que la finalité d'un rapport sexuel, c'est quand même surtout de prendre du plaisir. La santé sexuelle, c'est un droit, mais c'est aussi un soin de support comme la psychologie, comme la prise en charge de la douleur, la prise en charge diététique, l'activité physique adaptée, etc. Et c'est d'autant plus important qu'on sait que les difficultés sexuelles sont hyper fréquentes dans le domaine oncologique, avec jusqu'à 100% de nos patients qui peuvent affronter des difficultés dans leur intimité. C'est important aussi de s'occuper des partenaires parce qu'il y a nos patients, mais il y a aussi les partenaires qui sont impactés par le cancer, par les traitements, par la peur pour l'autre. Et puis, l'enjeu derrière, c'est un réel enjeu de santé parce qu'il y a toute la problématique aussi d'arrêter ces traitements parce qu'on en a marre des effets secondaires et notamment les effets secondaires sexuels. C'est quand même quelque chose qui revient souvent dans nos consultations. Et puis, comme on vient de le dire, ces besoins en termes de santé sexuelle, d'intimité, c'est des choses qui évoluent au fur et à mesure de son parcours de soins. Donc, les besoins, les envies vont avoir des temporalités différentes en fonction des patients et même chez une même personne avec peu d'envie au début, au moment du diagnostic, et puis des envies qui vont naître au fur et à mesure qu'on s'éloigne du diagnostic, qu'on a des traitements moins lourds, qu'on retrouve une qualité de vie un peu plus sympa. Et donc, nous, on doit s'adapter à ces envies évolutives au fur et à mesure du parcours de soins. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Mais Colette en a déjà un petit peu parlé, Colette et Cyril d'ailleurs. Parce que la sexualité, c'est un sujet tabou. Quand on vient ajouter le mot cancer, on est sur du doublement tabou. Et puis, quand on va ajouter en plus certaines localisations, gynéco, colorectal, et puis les stomies, cette poche dont on parlait tout à l'heure, avec les selles, etc. Il y a vraiment de multiples tabous. Moi, je vais parler surtout des femmes, mais ça serait pareil pour les hommes. Quand on a un diagnostic de cancer, de maladie grave, la première des choses, c'est guérir. Et puis, souvent, le reste, c'est la qualité de vie. On dit, on verra plus tard. Et puis, on l'a aussi dit, on n'est pas toujours à l'aise pour en parler avec son médecin oncologue ou avec son infirmier. Ou on peut avoir envie de parler de ce sujet intime avec d'autres personnes et ne pas s'y retrouver à l'hôpital ou avec ses soignants habituels. Et puis nous, les soignants, on a aussi nos freins, on a nos préjugés, on n'est pas assez bien formés sur la thématique et pour éviter de se mettre en difficulté avec un sujet qu'on maîtrise pas très bien, on évite d'en parler et on croise les doigts d'ailleurs pour qu'on nous en parle pas. Et puis, malheureusement, on manque de temps. Les consultations sont surchargées de patients. Pour un même patient, il va y avoir beaucoup de choses à aborder, à prescrire, etc. Et malheureusement, c'est un sujet qui demande du temps. Donc, les femmes attendent qu'on légitimise leurs soucis et qu'on leur en parle. Nous, on se dit que s'il y avait un vrai problème, elles nous en parleraient. Et finalement, à la fin, personne n'en parle.
Alors, un tout petit mot, mais assez rapide aussi, sur toute la question des normes, des fausses croyances, des peurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on entend dans la société, hein, sur une sexualité normale, sur le fait que la sexualité est un besoin. Est-ce que c'est un problème si on a une sexualité sans pénétration? Et puis, est-ce que si c'est juste de la tendresse et de la complicité, qu'il n'y a plus vraiment de sexualité physique comme on l'entend, est-ce que vraiment c'est un problème? Bah, non, je veux dire, il n'y a pas de choses normales, pas normales. La sexualité, elle évolue. On a le droit d'ailleurs de ne pas avoir de sexualité non plus si on n'en a pas spécialement envie. Et puis, je dirais qu'il y a autant de sexualité qu'il y a d'hommes, de femmes, de couples. Donc vraiment, cette problématique des normes est vraiment quelque chose à travailler parce que finalement, tant qu'on est bien et épanoui dans sa sexualité, c'est le principal. Et puis, je rappelle quand même que la sexualité, il s'agit d'envie, hein, et pas de besoin, parce que c'est très chouette la sexualité si on aime ça et qu'on s'y retrouve bien et qu'on y est épanoui. Mais c'est pas un besoin et on peut tout à fait vivre sans. Et je dis ça parce que notamment pendant un certain moment, au moment du diagnostic, quand les traitements sont hyper lourds, et il peut y avoir moins de sexualité, il peut y avoir juste de la tendresse, des câlins, des rapprochements comme ça. Et c'est pas grave si pendant un temps il n'y a pas de sexualité. C'est pas vital et ça reviendra au fur et à mesure. Un petit mot aussi dans cette thématique des fausses croyances sur l'état des couples. Bien sûr, le cancer, il impacte les couples, il impacte les partenaires. Attention aux idées reçues. On a cette grande idée aussi qu'il y a une grosse séparation des couples, hein, mais je rappelle, quand on prend des très gros échantillons, et notamment l'étude Vican 5 qui regarde l'état des couples 5 ans après le cancer, chez plus de 4000 hommes et femmes avec différentes localisations de cancer, on a quand même pour les couples qui sont toujours en couple avec la même personne, une relation stable dans 53% des cas, une relation qui s'est renforcée après le cancer grâce à des changements de priorité, à des nouvelles choses dans le couple, et effectivement, jusqu'à quasiment 11% de dégradation. Mais il y a quand même une vraie question de l'état du couple avant le cancer. C'est important, hein. Le cancer, c'est une maladie grave, mais tout comme pourrait l'être une maladie chronique, un deuil ou d'autres événements de vie difficiles qui, quand le couple a déjà des difficultés, vont clairement pas aider. Donc, c'est quand même important aussi de remettre dans le contexte de comment c'était avant, parce qu'on met beaucoup de choses sur le dos du cancer, mais il faut aussi aller chercher ailleurs pour aider les hommes, les femmes et les couples à trouver des solutions. Alors, ça, c'est une façon de présenter la réponse sexuelle lors d'un rapport sexuel, hein. Il en existe différentes, mais classiquement, on dit qu'il y a 5 étapes dans un rapport sexuel. Il y a d'abord le désir, puis l'excitation qui correspond chez la femme à la lubrification vulvo-vaginale et à l'étirement du vagin. La phase de plateau pendant le rapport sexuel, seul ou à deux, avec les caresses, les masturbations, la pénétration. Et puis un pic de plaisir, avec ou sans orgasme, et une résolution. Et on peut avoir plusieurs pics de plaisir à la suite. Et cette courbe, elle peut être impactée de plein de façons différentes par le cancer, l'impact psychologique du cancer, les effets des traitements, l'éventuelle ménopause induite. On comprend bien que quand on a des traitements lourds, de la fatigue, des douleurs, etc., on peut avoir moins envie. Déjà, dans la vie de tous les jours, on n'a pas toujours envie. Là, le désir peut vraiment être impacté. La lubrification vulvo-vaginale peut être moins importante ou retardée ou nécessiter des stimulations plus intenses pour atteindre les mêmes seuils de lubrification et d'excitation. Et puis, quand ça fonctionne pas bien, qu'il y a une lubrification pas très importante, il peut y avoir de la gêne, des frottements, parfois des douleurs. Et puis, quand on a peur d'avoir mal et qu'on se contracte encore plus, ça peut surajouter aux douleurs. Quand on a du mal à lâcher prise et à vraiment se focaliser sur le plaisir, etc. Derrière, on peut avoir des pics de plaisir moins importants, retardés, voire même absents. Justement, sur tous ces impacts que peut avoir le cancer sur la vie intime et sexuelle, ça c'est une espèce de tableau pour un peu récapituler tout ça. Il y a des impacts psychologiques et relationnels du cancer et des traitements, hein, le diagnostic en soi et la peur qui peut aller avec, l'anxiété et les symptômes dépressifs, l'impact que ça peut avoir sur le couple. Est-ce qu'il va y avoir une bonne communication ou est-ce que, au contraire, on va avoir du mal à garder le contact et est-ce qu'on va s'éloigner?
Il y a les effets secondaires de nos traitements. Ça peut être des effets secondaires généraux, hein, ne serait-ce que la fatigue. Quand on est épuisé, même dans la vie de tous les jours, on n'a pas spécialement envie. Quand on a mal partout, qu'on a des douleurs articulaires sous hormonothérapie, quand on est sous chimio et qu'on a des nausées tout le temps, quand on a des effets de ménopause, qu'on est réveillé 10 fois par nuit parce qu'il y a des bouffées de chaleur et qu'on est épuisé, ça, c'est pas des choses propices à avoir envie d'une intimité avec son partenaire ou seul d'ailleurs. Et puis ensuite, il y a les impacts aussi intimes et physiques des traitements. Quand il y a de la sécheresse ou de l'inconfort dû à la carence hormonale avec la ménopause induite par les traitements, quand il y a des douleurs pendant les rapports, quand on a aussi des impacts directs des traitements sur certaines localisations, quand il y a une chirurgie du sein et qu'on perd les sensations, quand il y a une radiothérapie, une curithérapie au niveau gynéco, et que derrière, il y a des accolements, de la fibrose, encore une fois, des sensations qui vont être différentes et un impact sur le plaisir. On comprend bien que tout ça peut bien sûr impacter les moments intimes. Et puis, derrière, peuvent se surajouter quand on prend moins de plaisir ou qu'on a des douleurs ou juste qu'on est épuisé, une baisse de désir. Et puis, je rappelle aussi le fait qu'il est très fréquent d'avoir des difficultés avec l'image du corps, avec l'estime de soi, quand on a ces cicatrices, quand on a ce corps qui a changé et qu'on ne reconnaît plus forcément. Un petit mot très rapide sur certains impacts particuliers, et notamment le sein, j'en ai parlé tout à l'heure, mais effectivement, quand on n'a plus les mêmes sensations au niveau du sein, le sein qui est un organe très particulier, qui représente la maternité, l'allaitement, mais aussi dans nos sociétés la féminité, le fait qu'il soit bien symétrique, et puis en sexualité, le fait aussi que c'est une potentielle zone érogène. Ça fait quand même beaucoup d'impact pour un seul organe, même si peu importe la localisation du cancer, il y a des impacts sur l'intimité. C'est vraiment un impact particulier, et on a montré que c'était des difficultés qui avaient tendance à persister avec le temps. Donc c'est important de s'en occuper parce que ça ne se résout pas tout seul. Un petit mot rapide sur les cancers pelviens, donc surtout les cancers gynéco, les cancers du bas tube digestif, colorectal et anus. C'est une zone intime qui est touchée par le cancer, avec derrière des symptômes particuliers. Le symptôme qui fait trouver le cancer, ça peut être des saignements, ça peut être des douleurs pelviennes, ça peut être des pertes qui sentent pas bon. Derrière, il va y avoir tous les examens médicaux et les examens de radiologie où les patientes vont être multi-examinées, tout le temps mises à nu. Derrière, les effets secondaires des traitements, les potentielles douleurs et toute cette image du corps qui va être impactée, notamment par les cicatrices, d'éventuelles stomies. Mais Sébastien va en parler un petit peu, donc je vais le laisser en parler. Et puis, derrière, toute cette problématique des séquelles physiques, oui, bien sûr, mais aussi des séquelles psychologiques, parce que derrière, ça a un vrai impact psychologique, tous ces traitements. Un petit mot rapide sur, en plus, le fait qu'il y a beaucoup de ces cancers qui sont des cancers HPV induits, et donc de cette transmission de ce virus qui peut aussi poser beaucoup de questions sur l'infidélité, sur le fait que avoir attrapé ce virus, c'est être sale, sur la culpabilité de l'avoir attrapé, est-ce que je risque de le redonner, est-ce que je dois changer mes pratiques, et tout ça aussi peut impacter derrière l'intimité. Et donc, il y a cette vraie problématique pour les cancers pelviens, vraiment, de cette zone qui a été une zone vraiment de douleur, de souffrance qu'on ne possède plus, qui a été hyper médicalisée. Comment la refaire sienne, se la réapproprier et puis en refaire un lieu vraiment de plaisir et de jouissance. Alors, quelques petites pistes de solutions, notamment sur les difficultés les plus fréquentes chez la femme. Quand il y a des problèmes de sécheresse, d'inconfort muqueux dus à nos traitements, le plus important, je pense que c'est de localiser la gêne. Est-ce que c'est juste la vulve? Est-ce que c'est le vagin? Donc, interroger sur les symptômes. Est-ce que c'est de la gêne au quotidien dans les sous-vêtements, pendant les caresses? Là, ça oriente plutôt vers de la sécheresse vulvaire. Est-ce que c'est plutôt à la pénétration? Et à ce moment-là, si c'est juste à la pénétration, ça peut être la vulve comme le vagin. Le mieux du mieux, c'est d'avoir un examen gynéco parce que comme ça, au moins, ça permet vraiment de mettre les mots. Et puis derrière, d'adapter les traitements parce qu'on a différents types de traitements, des crèmes, des ovules, des gels, etc. Le traitement de base, c'est un traitement hydratant
avec ou sans hormones en fonction des contre-indications. Ça permet d'hydrater la zone et c'est vraiment un traitement au long cours, une routine de soins à mettre en place. Comme on met sa crème sur le visage, et ben, on fait son petit traitement au niveau de la vulve ou du vagin au quotidien. En plus de ça, quand il y a des rapports sexuels, il faut bien sûr utiliser du lubrifiant pour être sûr qu'il n'y ait pas de frottement et que derrière, on ne parte pas dans ce cercle vicieux de douleur, de perte de désir parce qu'on a peur d'avoir mal, etc. Il y a d'autres traitements qui sont à laisser, mais ce n'est pas des choses qui, pour l'instant, ont montré leur efficacité. Donc vraiment, pour l'instant, quand on parle de sécheresse et d'inconfort muqueux, le traitement de première intention, c'est vraiment ces traitements hydratants. Et donc là, je vous ai mis une ordonnance type. Il peut y avoir, pour certaines très bonnes mutuelles, une prise en charge mutuelle des produits parapharmaceutiques. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller chercher ces traitements qui ne sont pas remboursés dans des grandes parapharmacies ou les commander sur Internet pour les avoir moins chers. Pour ce qui est douleur, déjà, il faut trouver pourquoi est-ce qu'on a mal et pas se dire juste c'est de la sécheresse. Ça peut aussi être ce qu'on appelle la contracture des muscles du périnée, c'est un mécanisme réflexe de contraction des muscles par appréhension négative. On se dit qu'on va avoir mal, on contracte et ça vient surajouter aux douleurs. Ça peut aussi être des séquelles des traitements comme quand il y a eu une greffe ou alors quand il y a eu une irradiation. À ce moment-là, on peut avoir des accolements des tissus, ça peut entraîner des douleurs pendant les rapports, et puis ça peut être aussi toute autre cause gynécologique. Ça peut être de la dermato, ça peut être des mycoses, des infections. Donc c'est important, je pense, qu'il y ait un examen gynéco. Et puis derrière, qu'on explique bien sûr ce qu'on a vu aux patients pour qu'ils comprennent et que derrière, ils adhèrent d'autant mieux au traitement. Les traitements sont adaptés. Quand il y a de la contracture du périnée, c'est important de faire de la relaxation périnéale avec des kinés ou des sages-femmes formées. Potentiellement, parfois, on y ajoute aussi une prise en charge psychologique parce qu'il peut y avoir d'autres raisons et des choses qui sont antérieures au cancer à ces problèmes de contracture. Et puis, il y a des traitements particuliers pour le post-greffe, pour le post-irradiation. C'est important de commencer ces traitements très tôt pour éviter un maximum les effets secondaires et les séquelles, et notamment ces accolements dans le vagin, donc de mettre des œstrogènes, de faire de la dilatation vaginale avec des kinés, avec des sages-femmes, ou même au mieux de reprendre plus tôt les rapports sexuels pénétrants pour essayer d'éviter ces accolements. Et puis quand on ne peut pas, on s'adapte et il y a plein d'autres choses à faire, mais c'est important de le prendre en charge tôt. Et puis quand il y a d'autres choses en gynéco, traiter la cause. Peu importe de toute façon ce qu'on va trouver, c'est important d'adapter la sexualité en attendant que ces problèmes se résolvent, de trouver d'autres pratiques, de communiquer. Et vraiment, c'est un travail, encore une fois, d'équipe pour garder le lien, la complicité et les moments sympas à deux. Quand il y a des difficultés de plaisir, et je le disais tout à l'heure, quand on a eu une chimiothérapie, qu'il y a de la neuropathie, qu'il y a des troubles vasculaires, ou alors qu'il y a une carence hormonale avec des tissus qui sont moins sensibles, quand il y a en plus le vieillissement qui vient surajouter, ça peut faire que les sensations sont plus les mêmes et qu'il va falloir des stimulations plus intenses ou différentes pour atteindre les mêmes seuils de plaisir. C'est un vrai travail à faire, je pense, seul, parce que se connaître, ça permet aussi d'aiguiller l'autre. Et puis ensuite, à deux, de trouver des nouvelles choses, vraiment d'explorer. Moi, je dis faire ses ados, vraiment, y passer du temps, trouver des nouvelles sensations, explorer. On a un corps avec plein de zones propices au plaisir, donc vraiment y passer du temps pour trouver de nouvelles choses. Pour ce qui est de l'image du corps, il y a un travail de deuil à faire parce qu'il y a des changements corporels qui sont irréversibles malheureusement. Il y a des cicatrices, il y a des choses qui ont changé et qui seront plus comme avant. Donc, se réapproprier ce nouveau corps, en prendre soin, le regarder, éventuellement le toucher, se mettre de la crème, faire du sport, se le réapproprier, même certaines zones en faisant des tatouages. Enfin, il peut y avoir plein de choses à faire vraiment pour se le réapproprier. Poser ses limites avec le ou la partenaire quand il y a des choses qu'on ne veut pas qu'il ou elle touche, qu'il ou elle voit, garder un petit vêtement, etc. Et puis, travailler sur le fait de se revoir un peu dans sa globalité, essayer de défocaliser des petits défauts pour se revoir vraiment dans sa globalité et arriver à mettre ses atouts en valeur. Pour les troubles du plaisir, j'aimerais rappeler que c'est très fréquent, mais même dans la vie de tous les jours, on a le droit de ne pas avoir envie tout le temps. Il y a souvent plein de choses qui impactent le désir, donc ne pas tout focaliser sur le traitement ou le cancer qui sont responsables d'eux. Il y a plein de petites choses à faire pour améliorer les choses.
Travailler l'imaginaire érotique, c'est aussi hyper important. Trouver des choses à deux et vraiment se redonner du temps pour la sexualité, se donner des rendez-vous, avoir vraiment plein de petits ingrédients positifs, vraiment. Et puis, encore une fois, passer des moments de qualité en couple parce qu'on ne passe pas de 2 colocataires à 2 amants épanouis. C'est important qu'il y ait de la tendresse, qu'il y ait de la sensualité, qu'il y ait de la complicité pour que derrière, il y ait cette même complicité dans les moments plus intimes. Et donc, je termine presque à l'heure dans mes 20 minutes, sur un tout petit point pratique, un exemple de consultation parce qu'on m'a demandé d'en parler. Alors, attention, c'est une consultation que moi je fais à l'Institut Gustave Roussy, mais il y a autant de consultations qu'il y a de sexologues parce qu'on peut être médecin sexologue, kiné-sexologue, psychosexologue, il y a des tas, enfin, il y a vraiment plusieurs spécialités qui peuvent être sexologues et par exemple, on n'a pas tous le droit d'examiner un patient. Donc, moi, une consultation avec moi qui suis gynécologue, c'est une consultation qui est longue. Je reçois les femmes et éventuellement leurs partenaires. Globalement, il y a 3 temps. On parle des difficultés. Ensuite, éventuellement, en fonction des difficultés, je peux proposer un examen pour vraiment voir ce qui se passe et s'il y a des douleurs, trouver la cause, la traiter au mieux. Le but, c'est vraiment que ça soit pédagogique. Donc, j'ai un miroir, on regarde ensemble. Vraiment comprendre, c'est hyper important. Et puis derrière, en fonction de chaque femme, on discute des solutions, de ce à quoi chacune est capable d'adhérer et veut se lancer parce que des fois, c'est aussi des choses un peu longues. Et comme il n'y a pas souvent de traitement magique, ça demande aussi du temps et de vouloir se lancer là-dedans. Et puis, voilà, j'ai plein de matériel. Vraiment, le but, c'est d'expliquer, de dessiner, d'utiliser des planches anatomiques pour vraiment comprendre au mieux. Et puis derrière, il y a plein de ressources à proposer, à écouter, à lire, à regarder. On peut proposer de faire des jeux, remettre du ludique dans la sexualité. C'est aussi quelque chose de très chouette. Voilà. Et puis un dernier mot sur le fait que on essaye de s'améliorer, nous les soignants. La santé sexuelle, c'est un vrai soin de support, hein, c'est dans les plans cancer. Il y a des associations qui s'en occupent, hein, notamment l'AFSOS, l'association francophone des soins de support, qui fait aussi des formations aux professionnels. Hein. Je sors d'une formation là où il y a des soignants qui sont venus parler. Aujourd'hui, c'était l'après-cancer et donc on a parlé de sexualité, mais il y a aussi une journée entière de formation à la santé sexuelle donnée par cette association. On a une association aussi de sexologie, alors qui est plus généraliste, mais qui peut aussi permettre de trouver des sexologues formés. Nous, on a des diplômes. Alors, il y a le diplôme de sexologue, bien sûr, en 3 ans, mais il y a aussi des diplômes en oncosexualité qui sont un peu plus courts et qui sont spécifiques à la population en oncologie. Il y a des formations digitales pour les soignants, certaines formations dans les centres en présentiel. Là, j'ai découvert avec Sébastien tout à l'heure qu'il avait créé aussi un DU de conseiller en santé sexuelle. Donc voilà, les choses bougent. On a créé un groupe de travail là très récemment au national pour vraiment avancer en oncosexologie et essayer de capitaliser tous ces cerveaux pour essayer d'avoir une même offre partout et plutôt que de démultiplier les offres, essayer d'avoir quelque chose de plus unifié. Et puis, il y a pas mal d'études scientifiques et d'enquêtes en cours aussi. Donc vraiment, on s'y intéresse, on essaye de progresser. C'est lent, mais ça bouge. Et j'ai terminé. J'ai un peu débordé, désolée. Non, c'était parfait. Merci beaucoup et extrêmement pratique. Alors, on avait des questions notamment sur le maillage territorial, etc. Peut-être ce que je vous propose, comme là on a vu le pendant plus féminin, c'est que Sébastien nous évoque tout ce qui est sexualité plus liée aux troubles chez les hommes. Et puis après, on prendra les questions. Sébastien, c'est à vous. Merci. Donc moi, Sébastien Andry, donc je suis sexologue clinicien. Je travaille au centre de cancérologie de la Sarthe, donc au Mans. Donc là, je vais essayer d'aborder plus un versant peut-être plus masculin. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on a plusieurs impacts à la fois chez la femme, chez l'homme, mais aussi sur le couple. Je vais vous donner aussi tout à l'heure quelques petits conseils pratico-pratiques pour essayer de travailler notamment le désir sexuel, parce qu'on entend beaucoup dans la cancérologie, beaucoup de nos patients nous disent que ils n'ont plus de libido. Alors, c'est vrai qu'il y a des bouleversements hormonaux, c'est vrai qu'il y a des atteintes, des traitements sur le désir, sur la libido, qui est
purement hormonal, hein, qui est boosté par nos hormones sexuelles. Ça peut être impacté pendant la maladie, pendant les traitements, voire même des fois après, hein. Mais on a ce désir sexuel qui, lui, est la partie psychologique, en fait, hein, c'est la fantasmatique, c'est vraiment cet attrait pour la sexualité, la masturbation, la sexualité à deux, etc. Donc, je vais vous donner à la fin aussi quelques petits conseils pour essayer de booster ce désir sexuel parce que le côté libido, hélas, avec certains traitements, on ne pourra pas jouer dessus, hein, mais on va pouvoir travailler ce désir sexuel. Et puis, chez l'homme, on va s'intéresser aux douleurs qui peuvent être présentes. On va voir que chez l'homme, il peut y avoir des douleurs aussi lors de rapports sexuels. Et puis, tout ce qui touche à la dysfonction érectile, et on verra un peu les solutions qu'on peut proposer. Le discours, c'est pas qu'il est purement orienté que pour les couples hétérosexuels. C'est souvent là qu'on a quand même le plus de difficultés, mais on reçoit aussi des couples, bien sûr, qui ont une autre orientation sexuelle. Alors, vous savez, maintenant, on est rendu à plus de 18 orientations sexuelles et romantiques, donc on ne va pas s'amuser à tout détailler parce que ça va être compliqué. Mais sachez qu'en gros, quand nous, on reçoit des patients, on s'intéresse à leur sexualité, hein, et comme l'a dit tout à l'heure Marion, on n'est pas sur une seule forme de sexualité, on ne va pas s'intéresser qu'à un coït, qu'à une pénétration, mais au contraire au plaisir que peut être la sexualité et à toutes les formes de sexualité qui peut exister par rapport à nos patients. Le corps est vraiment très important dans la sexualité, il faut penser à ça parce qu'on a des impacts quand même très fréquents sur la capacité de séduction. Cette capacité de séduction, c'est vraiment, en fait, c'est le miroir, qu'est-ce qui nous renvoie? Est-ce que je me plais? Est-ce que j'ai changé? Est-ce que j'ai toujours ce pouvoir en moi, c'est-à-dire d'aller vers les autres et de plaire et de pouvoir rentrer dans un jeu de séduction? On sait que la maladie, les traitements peuvent impacter parce que le corps peut changer relativement vite. Là, ce sont des conseils que je vous donne. Après, bien sûr, il y a d'autres solutions aussi, mais si c'est compliqué, si le miroir vous renvoie quelque chose de difficile pour vous, n'hésitez pas à consulter un psychologue, un sexologue, mais aussi d'autres professionnels des soins de support comme la socio-esthétique qui pourra vous apporter un bien-être, peut-être améliorer des choses qui ne vous plaisent plus ou retrouver un contact différent avec votre corps. Et aussi, par exemple, l'activité physique adaptée, qui est un soin de support qui est relativement fréquent maintenant, hein, qu'on retrouve dans quasiment tous les centres qui prennent en charge des patients atteints de cancer, où là, on va pouvoir reprendre un peu possession de son corps, qui des fois nous est dépossédé pendant les traitements. Donc ça, c'est important, vraiment cette idée de se plaire à soi-même, hein. Ça paraît simple quand je le dis. Je sais que c'est très compliqué. Nous, on le travaille beaucoup en thérapie avec nos patients, mais sachez que c'est important parce que c'est compliqué d'aller vers quelqu'un d'autre si soi-même on a une baisse de ses capacités ou on a la sensation d'avoir une diminution. Et puis, bien sûr, on a tout ce qui est angoisse liée à la maladie cancéreuse, au traitement, à l'avenir. N'importe qui, je veux dire, quand il y a une angoisse qui est présente, la sexualité disparaît ou diminue. Pourquoi? Parce qu'en fait, la sexualité n'est pas vitale. Alors, certaines personnes vont nous dire, bah, si, moi, c'est hyper important pour mon équilibre, j'entends, mais ce n'est pas vital. C'est-à-dire qu'on peut se passer complètement de sexualité, ne pas mourir, bien sûr, sauf que si manger, boire, dormir, ça fait partie de quelque chose qui est vital. Donc, à partir du moment où on est angoissé, notre tête va se centrer sur les priorités et ça va être se battre contre la maladie, peut-être s'occuper de ses enfants alors que la fatigue liée au traitement est présente, etc. Donc, la sexualité va perdre en fait de son intérêt, hein, et donc on peut avoir, par des angoisses importantes, une grosse répercussion sur sa sexualité, sur le côté désir sexuel, mais aussi sur, par exemple, la fonction érectile, là, si on s'intéresse plus aux hommes. La fatigue, ça a été dit déjà, mais la fatigue liée au cancer, c'est le symptôme peut-être numéro 1 qu'on retrouve, hein, dans la littérature scientifique quand on s'y intéresse et quand nous, on consulte, on le voit, toute personne qui travaille avec cancérologie, on sait que cette fatigue, ce n'est pas une fatigue ordinaire, qui est spécifique à la maladie cancéreuse et qui ne disparaît pas forcément au repos. Et sauf que quand on est fatigué, le sommeil, lui, c'est vital. La récupération pour la tête et pour le corps, c'est très important. Donc, en fait, quand la fatigue est présente, ça va diminuer les signaux érotiques, c'est-à-dire l'imaginaire érotique. Est-ce que quand on est épuisé, on pense souvent au sexe? Eh bien,
Moi, quand je questionne mes patients, des fois, il y a des personnes qui sont en train de réfléchir la dernière fois qu'ils ont eu un fantasme. Et ça, vous voyez, c'est le côté désir sexuel. Donc, si on veut rebooster ce désir sexuel, il va falloir le travailler. Ce n'est pas forcément en se forçant à avoir des rapports sexuels qu'on va relancer le désir, mais on peut travailler ce désir, tout à l'heure je vais vous en parler, pour essayer de recréer cette envie. Moi, je dis toujours à mes patients, le désir sexuel, c'est vraiment hyper important, c'est un petit peu la saison arrive, là, c'est un peu les braises dans le barbecue, quoi. Si je veux des flammes, si je veux un peu de chaleur, il faut que j'ai des braises. Donc, il faut que j'ai cet imaginaire, il faut que j'ai cette fantasmatique. Si j'ai plus rien dans ma tête, quand j'ai mon partenaire qui va me solliciter, lui, il a déjà les flammes quand il vient solliciter, là, à ce moment-là, moi, il va falloir démarrer. Et ça va être très compliqué, demander du temps, et ça va me fatiguer également. Et des fois, il ne va pas y avoir de réponse et on préfère fuir ces moments d'intimité. Donc ça, ce n'est pas la meilleure façon à faire. On va vraiment essayer de travailler ce désir sexuel. Et puis, bien sûr, essayer de répondre à la fatigue, mais ça, c'est vraiment très compliqué. Le corps, là, je vous ai sorti des phrases que j'entends tous les jours en consultation. Comment voulez-vous qu'une femme ait envie de moi? J'ai perdu 12 kilos, je ne ressemble plus à rien, je n'arriverai pas à me déshabiller devant une personne comme ça. Je ne veux pas que ma compagne me voie nue avec toutes ses cicatrices, je ne veux pas lui faire peur. Vous voyez, c'est des discours difficiles que j'entends régulièrement de la part de patients et même de patientes, bien entendu. C'est pour ça que c'est extrêmement important, cette notion de réappropriation de son propre corps. Le fait de s'aimer quand même, c'est très, très important. C'est difficile, mais c'est important. Donc, on va pouvoir proposer également beaucoup de soins de support qui peuvent aider dans ce travail. Bien sûr qu'il y a le travail psychologique qui va être important, mais pas que. Peut-être retrouver des sensations plus agréables, différentes de celles de la maladie à travers de l'activité physique, à travers, je ne sais pas, des soins esthétiques, etc. C'est de retrouver un peu un corps qui va nous apporter du bien-être et essayer de se réapproprier en fait ce corps qui, le temps des traitements, mine de rien, ne nous appartient plus réellement parce que c'est un corps de soins quand même, il faut y aller, il faut faire tous ces traitements, ce qui peut être très très compliqué pour chaque personne. Donc ça, il ne faut vraiment pas culpabiliser sur ça. Moi, j'ai des patients qui culpabilisent et il ne faut pas parce que vous y êtes pour rien. Et nous, on va être là pour vous aider dans ce travail de réappropriation qui est vraiment important parce que faut que votre corps, faut que vous puissiez vous regarder, vous toucher sans difficulté pour pouvoir partager avec quelqu'un. Sinon, ça va être compliqué, ça va être un frein énorme. Mais il y a plein de solutions. Des fois, ce que je dis des fois, il y a des patients qui disent « mais moi, je suis concentré, je ne veux pas qu'il me touche à cet endroit, etc. » Donc, en fait, il n'y a plus de lâcher-prise dans la sexualité. Je suis concentré sur ses mains, il ne faut pas qu'il me touche à cet endroit ou qu'elle me touche à cet endroit. Donc, du coup, on n'est plus dans le lâcher-prise, on n'est pas dans le plaisir, et du coup, on a une sexualité qui n'est pas très épanouissante. Il vaut mieux plutôt être dans la communication, dire, tu vois, là, moi, cette partie de mon corps, cette cicatrice, je ne veux pas qu'on la touche parce que c'est encore douloureux pour moi. Est-ce que tu es d'accord? Et quand le partenaire ou la partenaire dit oui, ça permet d'abaisser la pression. On n'est pas obligé aussi d'avoir des rapports sexuels complètement dénudés. Mais ça, il faut communiquer. C'est important avec sa partenaire ou son partenaire. Tout ça, c'est un travail qui prend un petit peu de temps, mais qui est nécessaire pour aller vers une sexualité épanouissante. L'angoisse de performance, alors ça, c'est vraiment très, très fréquent. Alors déjà, c'est fréquent dans toute forme de sexualité, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. La sexualité rime souvent avec performance. La pornographie nous envoie vers cette idée-là, la pornographie qui est très, très, très consommée par tout public confondu. On a cette idée d'une sorte de performance dans la sexualité. Et là où il y a de la performance, forcément, on va se dire, est-ce que je suis à la hauteur? La maladie va diminuer nos capacités, donc on va plutôt se dire, là, je ne peux plus, je ne peux plus assurer. Combien de fois, j'ai des hommes qui me disent, mais je ne peux pas assurer, faites quelque chose. Et cette angoisse de performance, quand elle va se développer, elle va induire, elle, également des dysfonctions érectiles. Je donne un exemple, vous pouvez, suite à peut-être un traitement assez lourd de chimiothérapie, avoir beaucoup d'effets secondaires, une grosse fatigue, certaines douleurs, vous tentez un rapport sexuel, et puis trop d'effets secondaires, pas d'érection. Là, vous vous dites,
D'accord, ça peut arriver, il faudrait se dire ça en fait, ça peut arriver, c'est de la faute des traitements, là je suis fatigué, je ne suis pas en forme. Beaucoup de personnes vont se dire, merde, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive. La fois d'après, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Faut que j'y arrive, hein, la dernière fois, je n'ai pas réussi. Et donc, ils vont se stresser, ils vont s'angoisser. Et là où des fois, il n'y a plus de problème érectile, eh ben, cette angoisse de performance va faire que l'érection ne viendra pas. D'accord? Il y a quelque chose qui est intéressant à vérifier, c'est est-ce que quand je suis un homme, est-ce que j'ai toujours mes érections matinales? Et est-ce qu'à la masturbation, j'arrive à avoir une érection? Ce n'est pas du tout la même problématique quand il n'y a plus d'érection matinale liée à la masturbation, et donc pas dans les rapports sexuels, que lorsqu'il y a simplement, alors je dis simplement, mais ce n'est pas si simple que ça, mais quand c'est juste au moment des rapports sexuels à deux. D'accord? Si le reste, la fonction érectile est intacte, c'est ce qu'on appelle, nous, une angoisse de performance. Le psychologue ou le sexologue, c'est encore mieux, va pouvoir vous aider à travailler cette angoisse et vous allez récupérer votre fonction érectile. Le manque d'information, et là je pense qu'on l'a vraiment assez abordé ce soir, mais c'est tellement important, c'est pas normal, et ça il faut être honnête, ce n'est pas normal qu'on ne vous informe pas des possibles répercussions qu'engendre la maladie cancéreuse et les traitements sur la sexualité. Plus on sera informé, plus on informera nos patients, peut-être moins, et c'est sûr, moins on aura de problématiques parce que forcément, au lieu de s'inquiéter, on va pouvoir se dire, bon, bah, c'est normal, c'est ce traitement, etc. On va m'aider, je vais en parler. Mais il faut que ça vienne de notre côté. C'est sûr que normalement, ça ne devrait pas être à vous, en tant que patient, de poser toutes ces questions. Nous, on doit vous apporter un maximum d'informations sur ce qu'il est possible, en fait, de rencontrer. Je ne dis pas que c'est systématique, mais possible. Et ça, c'est important on a du travail, mais là, ça a été bien présenté ce soir. On voit que ça bouge beaucoup. Hein. Ça bouge vraiment beaucoup. Il y a encore du travail, mais ça s'améliore. Donc, si vraiment je m'intéresse la plus à l'homme, il y a de temps en temps, c'est pas non plus, j'en parle, mais ce n'est pas non plus le symptôme numéro 1, c'est les douleurs chez l'homme à l'éjaculation. D'accord? Ça, c'est des choses que l'on rencontre. Alors, ça peut être simplement dû à un effet secondaire du traitement, un affaiblissement du système immunitaire, etc. Attention, par contre, quand il y a douleur, que ce soit au moment de l'éjaculation, que ce soit des brûlures dans le bas-ventre, au niveau des testicules, là, je vous recommande très rapidement une consultation avec un urologue parce que ça peut être autre chose. Il ne faut pas passer à côté d'une inflammation. Ça peut être la prostate qui est concernée, l'urètre ou alors les testicules. Donc ça, il faut vraiment vous dire qu'en cas de douleur, ça peut provenir d'un effet secondaire, d'une mauvaise sensation induite par les traitements, par certains traitements, mais ça peut être autre chose. Donc là, surtout, n'hésitez pas à en parler à votre médecin, à votre oncologue, et pour qu'il puisse vous rediriger vers un urologue. C'est important d'avoir un bilan complet. Tant que chez la femme, c'est vrai que les gynécologues, c'est super. Nous, chez les hommes, on n'est pas habitués, on a moins, mais on a quand même les urologues qui vont pouvoir nous apporter un examen complet pour voir s'il y a des problématiques ou non. Et on a surtout, ce qui est très très fréquent quand même, peu importe, alors vous allez me dire peu importe, c'est vrai, si je prends l'exemple du cancer de prostate, cancer colorectal, cancer de vessie, on est vraiment dans la sphère, on a la prostate qui est proche de tous ces organes. Quand il y a ce cancer qui est dans cette sphère, on a des dysfonctions érectiles très importantes. Mais on a aussi des dysfonctions érectiles pour, je sais pas, un cancer du sang, par exemple, un lymphome. Vous pouvez avoir des répercussions qui soient liées au traitement que l'on va vous donner, qui peuvent être une atteinte physiologique, une atteinte aussi du corps. Je pense, on n'en parle pas souvent, je vous en parlerai tout à l'heure, mais le périnée, comme chez la femme, ça a été exposé, c'est vrai que c'est important dans la sexualité de la femme, chez l'homme aussi. Il y a un périnée chez l'homme. Déjà, beaucoup d'hommes ne sont pas au courant qu'ils ont un périnée, donc on a ces muscles-là, nous aussi. Et ces muscles qui sont extrêmement importants dans la continence, dans le fait vraiment de pouvoir contenir les urines, les selles, mais également aussi dans la fonction érectile. Donc, quand on commence à avoir des troubles de la continence, eh bien, il faut vraiment aussi engager une rééducation du périnée parce que ça va être important pour la continence, mais aussi pour la fonction érectile. Donc, d'accord, donc il faut vraiment regarder un petit peu tout. Et il y a un côté psychologique très important aussi qui peut être induit par la situation, par les angoisses de performance, etc. Ou la peur que son partenaire
ou sa partenaire ne nous quitte, etc. Donc, il peut y avoir beaucoup de répercussions qui induisent une dysfonction érectile. Le gros problème, souvent, c'est qu'on a, notamment chez les hommes, beaucoup une sexualité où la pénétration est importante et où on tourne autour de l'érection. Or, aucun homme ne contrôle sa fonction érectile. On ne peut pas, comme ça, hop, se mettre en érection. Donc, on a tout misé sur une sexualité qui est sur une fonction qui est incontrôlable, alors que notre corps, notre bouche, nos mains, ça, on les contrôle. Et on peut avoir une sexualité très, très plaisante sans érection, par exemple. D'accord ? Moi, j'ai beaucoup de patients atteints de cancer de prostate notamment, où on peut perdre un temps la fonction érectile et on peut quand même avoir des orgasmes sans éjaculation et sur un sexe qui est au repos. D'accord ? Donc, tout ça, c'est vraiment à dissocier simplement de la fonction érectile. Donc, on peut toujours avoir du plaisir et le plaisir est important. Par contre, on a des solutions pour les dysfonctions érectiles. Donc, on a tout ce qui est IPDE5, donc la pilule bleue, alors qui, attention, n'est pas miraculeuse non plus. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de patients qui en prennent et qui disent ça ne fait strictement rien. Ça aide la fonction érectile, mais ça ne la crée pas. Ce traitement va fonctionner chez des hommes qui ont des érections, mais qui ne durent pas dans le temps, qui par exemple va partir assez rapidement. Mais elle ne crée pas l'érection. Ça, c'est important d'avoir ça en tête. Par contre, les injections intracaverneuses et le gel intra-urétral que l'on voit là, c'est un produit qui va forcer la fonction érectile. Donc, quand on l'administre, l'érection va survenir 10-15 minutes après l'injection. D'accord ? Et on a après des traitements non médicamenteux, soit le vacuum qui est en bas à gauche, où là, c'est une pompe en fait, et on va mettre un petit tanneau qui va faire garrot. Attention, c'est un garrot, pas plus d'une demi-heure quand même, parce que c'est pas bon. Et puis, on a l'implant pénien, où on peut opérer un homme pour lui mettre une prothèse pénienne pour qu'il puisse récupérer une fonction érectile. Au niveau des sensations, les sensations seront présentes, seront conservées, mais l'érection sera complètement mécanique, d'accord, actionnée dans le testicule, enfin dans le scrotum, pardon, avec une petite pompe et un petit ballonnet qui va être dans le bassin pour pouvoir venir amener un liquide dans les implants pour pouvoir créer une érection mécanique. Donc, vous voyez, on a des outils pour la fonction érectile. Le professionnel qui va pouvoir le mieux vous en parler, bien sûr, les sexologues, mais c'est l'urologue qui va pouvoir vraiment vous accompagner sur les traitements, notamment d'injection intracaverneuse ou de gel intra-urétral. Et l'implant également, bien sûr. L'incontinence, donc on va quand même en parler, c'est très important. Chez les femmes également, c'est important. Mais là, moi, je me centre un peu plus sur les hommes. On a quand même un homme sur 5 de plus de 45 ans qui, dans la vie quotidienne, est touché par ça, c'est-à-dire quand on tousse quelques urines, quand on porte une charge, quand on fait un effort physique. Le cancer et les traitements vont fragiliser la musculature. Si vous perdez de la masse musculaire, le périnée va diminuer. Donc attention, on dit tout le temps sport et cancer, c'est important. Je suis tout à fait d'accord. Vous ne m'entendrez jamais dire ne faites pas d'activité physique, ne bougez plus. Non, c'est vraiment hyper important. Attention à ce que l'on fait si on sent qu'on a des dysfonctions érectiles ou qu'on a déjà des problèmes d'incontinence. Si vous faites des activités où ça vient taper, par exemple de la course à pied, du trampoline, de la corde à sauter, tous les impacts que vous allez faire vont fragiliser encore plus le périnée, peuvent accentuer les troubles. Si vous avez cette forme de pratique, c'est important à côté de travailler les muscles du plancher pelvien de façon spécifique. D'accord ? Sinon, on a des incontinences d'effort, ou quand on tousse ou quand on rit, et des incontinences des fois dans la sexualité. Donc, c'est vraiment pas super psychologiquement quand on perd des urines lors de ces rapports sexuels. Donc, il y a des solutions à l'incontinence urinaire. La toute première, c'est vraiment la rééducation du périnée par un kinésithérapeute spécialisé, ou sinon aussi les exercices de Kegel que vous retrouvez facilement sur Internet, qui vont être des exercices, vous tapez spécifiques pour hommes, bien sûr, il y a les mêmes pour les femmes, qui vont travailler la musculature périnéale pour vous aider à renforcer ce périnée. Ça améliorera votre fonction érectile et ça diminuera les incontinences urinaires. Et puis, vous avez toutes les séances d'activité physique adaptée, mais il faut le préciser au professionnel. Il faut arriver à lui dire, par contre, voilà, j'ai des troubles de la continence, pour que lui vous donne un travail bien spécifique sur le périnée et des exercices à faire au quotidien. Mais si les exercices ne fonctionnent pas, on va dire en 2 mois, s'il n'y a pas d'amélioration avec les exercices, il faudra passer par une rééducation par sonde qu'on va introduire forcément au niveau de l'anus, pour aller stimuler en profondeur la musculature et forcer le travail musculaire.
Donc, je vous disais tout à l'heure, cette différence entre libido, désir sexuel. Le désir amoureux, c'est différent aussi. Attention à ne pas tout mélanger. Des fois, on peut ne plus aimer la personne avec qui l'on est, bien entendu. Mais ce n'est pas parce que je n'ai plus envie de sexe aujourd'hui que je n'aime plus ma partenaire ou mon partenaire. C'est important de ne pas associer le désir sexuel au sentiment. Parce que sinon, des fois, moi, j'entends des choses, des gens qui remettent en question leur couple juste parce qu'ils n'ont plus de libido et de désir sexuel. Ah, j'ai été coupé. Non, ah, pardon. Donc, le désir sexuel, c'est une composante psychique, ça se travaille. La pornographie, ça peut vous exciter sur le moment, mais ça ne stimule pas, ça ne fait pas travailler le cerveau. Moi, je vous recommande les lectures érotiques, les scénarios de moments vécus. Tout ça, c'est important, stimuler votre tête. Si vous lisez, le cerveau va créer des images, des scénarios, excusez-moi, et ça va vraiment recréer la fantasmatique. Je vous disais tout à l'heure, la braise, quoi, pour que après les pulsions reviennent. Si vous avez une excitation et que vous êtes seul, ou même pas seul, n'hésitez pas à la masturbation. Culpabilisez pas parce que vous masturbez. Des fois, j'ai des patients qui disent attendez, j'ai honte quand je me masturbe parce qu'on n'a plus de rapport sexuel et moi, des fois, j'ai envie, je me masturbe. Mais non, au contraire, c'est très bien, ça va faire repartir ce désir sexuel. Si ces deux-là ne fonctionnent pas, moi, c'est toujours comme ça que je commence avec mes patients, et après, on fera une thérapie pour voir où ça bloque. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça ne repart pas? Mais essayez. Les lectures érotiques, au début, vous tapez sur Internet, lecture érotique pour hommes. Vous allez voir, ça, vous allez lire, vous allez vous dire, moi, ça ne me fait rien, son truc. Et puis, à force, moi, je recommande 5-10 minutes par soir, c'est tout, pas non plus passer 3 heures. Et à force, ça va apporter une petite excitation, puis tout d'un coup, les rêves érotiques vont revenir, et là, on est sur le bon chemin, ça va repartir. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. À vous de tester et vous verrez ce que ça donne. Et comme ça a été dit bien entendu avant, tout ce qui compte, ce n'est pas la performance, c'est le plaisir. À deux, la communication, la tendresse, tout ça, c'est extrêmement important. Communiquer avec votre partenaire, pour pouvoir dire, voilà, ce qui est difficile pour vous, ce que vous avez besoin, du contact aussi qui est important de l'autre. Et vous voyez, si votre sexualité, à un temps donné, ne peut pas évoluer plus vers de la tendresse, plus vers des caresses, et peut-être revenir plus comme elle était avant, plus tard. Mais n'hésitez pas à tester d'autres formes aussi de plaisir, de partage à deux, qui vont vous rapporter une sexualité plus épanouissante. Et j'ai essayé de faire vite, voilà ce que je voulais vous dire. Et je vous laisse, j'écris quelques ouvrages, si ça peut vous intéresser, mes coordonnées s'il y a des questions autres plus tard, mais on est là pour y répondre ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup Sébastien. Alors le temps file, il y a pas mal de questions. Et alors je vais concentrer deux questions de l'onglet sur une première. En fait là, on a l'impression finalement quand même qu'on parle beaucoup des situations classiques du couple hétéro dans ses difficultés, dans l'impact sur elle ou lui touché par un cancer. Et donc deux questions qui ressortent. Quid de je n'ai pas de partenaire et du coup je suis impactée par la maladie et repartir vers une nouvelle rencontre qui va associer finalement je suis concernée par le cancer plus je ne sais pas trop comment ça va marcher au niveau de ma sexualité, donc ça fait vraiment beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous avez des conseils? Est-ce qu'on peut solliciter l'aide de vos consultations donc dans ces situations? Et puis, j'allais dire un peu en regard, il y a les autres sexualités, donc les personnes homosexuelles notamment, etc. Je dois dire que dans l'enquête qui a été partagée sur nos réseaux, toutes les sexualités étaient représentées. On a eu quelques répondants qui ont pu aussi aborder ce sujet qui est encore peu connu. J'allais dire, en tout cas, on n'a pas, nous, par exemple, forcément de contenu ou de conseils. Est-ce qu'il y a des choses particulières? Voilà, parce que ça peut bouleverser aussi certaines possibilités dans l'intimité, dans la sexualité, en fonction des orientations des uns et des autres. Moi, je dirais que, en fait, peu importe son orientation sexuelle, que ce soit une sexualité pénétrante ou non, il y a tellement de façons de prendre du plaisir. Et comme tout à l'heure le disait Marion, ce qui est important, c'est de se redécouvrir aussi. Et moi, j'aime bien cette image on ne fait que de dire il y a un avant, il y a un après cancer. La sexualité, on a l'impression qu'elle va traverser le temps et qu'on va la retrouver de façon identique. C'est complètement faux. Et moi, je pense que c'est important de rejouer aux adolescents ou d'essayer de se redécouvrir.
en théorie, quand tout se passe bien, il faut exclure tous les traumas que certaines personnes, hélas, ont rencontrés dans leur vie, mais on doit découvrir sa sexualité seule avant. Savoir qu'est-ce qui nous plaît, quelles sont les zones de notre corps qui nous apportent du plaisir. Et ça, c'est un scan qu'il faut refaire. Il faut essayer de voir, est-ce qu'il y a des zones où j'ai du plaisir que je peux trouver également alors que je n'avais pas avant. La sexualité, elle peut évoluer, qu'elle soit à base de pénétration, à base de caresses, des stimuli différents. Moi, des fois, je fais travailler des personnes avec une plume, de passer une plume sur le corps parce que ça va stimuler les récepteurs au niveau cutané, que ça va être des sensations qui peuvent être agréables, passer peut-être au niveau du sexe ou ailleurs, entre jambes, fesses, etc., pour voir s'il y a des plaisirs qui peuvent être différents. Mais peu importe, j'ai envie de dire, l'orientation sexuelle, la sexualité, c'est à chacun de la réinventer. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a autant de formes de sexualité qu'il n'existe de couple ou d'individus. Parce qu'il y a des gens qui ont des sexualités uniques et qui prennent un plaisir fou seuls. Ils n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un. Et ça se respecte aussi. Et après, souvent, juste j'ai envie de rebondir, mais c'est que sur les personnes parce que moi, on me sollicite pas mal de personnes qui sont célibataires, qui me disent, mais à partir de quand je dis que j'ai un cancer, je dis que j'ai des problèmes, etc. La maladie ne vous définit pas. Enfin, je veux dire, on n'est pas là, bonjour, je suis un cancer du sein, bonjour, je suis un cancer de prostate. Non, vous êtes une personne avec votre vie, votre parcours, vos valeurs. Je pense qu'avant d'aborder le côté vraiment santé avec quelqu'un, il faut déjà créer une relation. Je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu perdu avec tous ces réseaux sociaux où on a l'impression que maintenant, on commande du sexe. Quand je vois des personnes qui s'envoient quelques messages sur des réseaux et le soir même, ils couchent ensemble, ça peut se faire, ce n'est pas un problème. Mais je pense qu'on en a perdu cette idée de rencontre, de découverte de l'autre. Et voilà, vous n'êtes pas des maladies ambulantes, hein, vous êtes des personnes et il faut absolument mettre en avant ça pour rencontrer quelqu'un. Oui, Sébastien, ce que tu dis est tout à fait juste, mais crois-moi, dans la tête des patients, ça fonctionne pas comme ça. Il s'agit pas, ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que des fois, il faut faire une psychothérapie ou tout ça, mais je veux dire, c'est bien plus compliqué que ça, quoi. Voilà, je tenais juste à le dire. C'est logique, hein, ce que tu dis, c'est très logique, hein. Mais dans la réalité, dans la vraie vie, c'est bien plus compliqué. On pourrait faire une webconférence sur les zones érogènes, finalement, qu'est-ce que c'est, faire un truc aussi qui serait un peu différent. Voilà, ça peut être inspirant, pareil. Marion, est-ce que vous voulez compléter la réponse de Sébastien avec d'autres aspects ou... Moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Sébastien. Tout le topo, que ce soit de Sébastien ou de moi, s'adressait à des couples, peu importe la sexualité. Enfin, couple ou pas couple d'ailleurs, hein, mais je veux dire, les solutions, je propose les mêmes à une femme qui vient me voir qui est en couple avec une femme, qui est en couple avec un homme ou qui a des sexualités avec plusieurs... vraiment, c'est vraiment les mêmes prises en charge. Et après, pour cette question des célibataires, c'est une vraie question. Sébastien a raison. C'est ce premier truc déjà de se dire on ne se définit pas par son cancer, mais c'est pas facile. Faut bien entendre que déjà, encore une fois, dans la vie de tous les jours, on a déjà une image du corps qui n'est pas forcément bonne, hein. On n'a pas besoin d'un cancer ou des cicatrices du cancer pour ne pas s'aimer. Il y a quand même déjà une grosse part de la population qui ne s'aime pas, qui est assez complexe, etc. Donc, c'est un peu facile à dire, de dire oui, bon, vous avez un sein qui ressemble plus à celui d'avant, mais bon, vous en avez quand même un autre, puis vous avez d'autres endroits dans votre corps, d'autres zones érogènes, etc. Nous, on essaye d'aider, d'accompagner, mais bien sûr, il y aura des choses qui sont compliquées, qui vont prendre du temps, accepter que ce sein, il soit plus le même, qu'il ait été reconstruit, qu'on ait perdu ses sensations, cette colère de ne plus être la même personne, c'est pas juste. Enfin, il y a tout un travail sur ça, dans le fait de réaccepter. Bien sûr que là, on n'a pas le temps d'aborder toutes ces choses-là ce soir, mais c'est un vrai travail et c'est long. Bien sûr qu'on ne va pas se lever un matin et se dire je m'aime, ça y est, c'est fini. C'est long, ça demande vraiment du temps. Déjà soi-même, et je le disais tout à l'heure, quand on travaille le fait de se réapproprier son corps, tout ce qui est plaisir, se connaître tout seul, qu'on soit célibataire ou en couple, je pense que c'est la première des choses. Se redécouvrir, se réaimer, etc. C'est long et c'est un vrai travail, quoi. Et c'est pour ça que je le disais aussi, en fonction des personnes, il y en a certaines qui vont partir dans ce parcours qui est un peu long pour se réaimer, qui vont
avoir envie de faire toutes ces choses qu'on va proposer et d'autres qui seront moins partantes parce que c'est lourd, parce que c'est long et que des fois, on aura envie de cette pilule magique qui fait que ça y est, tout va aller mieux. Et en fait, c'est important. Ce que Colette a dit, c'est pas si facile. Et il faut leur dire, je leur dis, mais ça va pas changer du jour au lendemain. Vous n'allez pas sortir de la consultation d'aujourd'hui, mais ni même de la prochaine, en vous aimant à nouveau. Ça va être long. Ça va passer par vous, le fait d'être tolérant avec vous-même. Ça peut passer aussi des fois par l'image aussi auprès des autres. Voilà, ça dépend de chacun. Et il n'y a pas de solution magique. Et vraiment, il faut qu'on s'adapte à chaque personne et à chaque histoire aussi. Merci. Pardon. Vas-y. Alors, merci beaucoup. Et alors, les études semblent montrer quand même que les hommes abordent plus le sujet avec leur médecin ou avec leur équipe soignante généralement que les femmes. Comment on pourrait inciter les femmes à plus aborder le sujet et est-ce qu'il faut les inciter à aborder plus le sujet d'ailleurs? C'est leur choix. Alors, comment faire? Avec des interventions comme ce soir pour dire qu'il faut en parler. Avec, pour le coup, là, les réseaux sociaux peuvent être aussi une aide de passer ces messages, que c'est légitime et qu'on a le droit d'en parler. Et puis, le plus important, c'est que les soignants aussi légitimisent la chose. Ça ne peut pas venir que de la part des femmes. Il faut que ça soit un travail commun des deux côtés. Là encore, je n'ai pas de bonne solution pour en parler plus facilement. Il faut vraiment que ça vienne des deux et que si la femme n'est pas en capacité de le faire parce que c'est trop tabou et que ça lui demande trop d'efforts, il faut que nous, on arrive à le faire nous-mêmes, quoi. Mais voilà, encore une fois, je n'ai pas de solution magique. Je ne sais pas si Sébastien… Non, oui, moi je pense que plus on en parlera, plus ça sera vraiment facile pour tout le monde de l'aborder. Je pense qu'on est encore, là on est dans des transitions où on a été des générations où voilà, on ne parle pas de sexualité, que ce soit dans l'éducation, que ce soit à l'école, etc. Là, c'est en train de changer, ça devrait être mieux dans les années qui arrivent, mais c'est vrai que ça va nous demander du temps. Mais plus on va en parler, plus on va faire ces soirées, plus on va communiquer sur l'idée que ça fait partie de la vie, la sexualité, comme n'importe quel autre domaine, les femmes pourront, je pense, plus facilement en parler. Moi, après, j'entends que les études disent ça, mais moi, au niveau clinique, je ne pense pas avoir plus d'hommes en consultation que de femmes. Après, je pense, pour rejoindre ce que vous avez dit, c'est ce que j'avais dit au début, il n'y a pas d'agisme. Donc, il ne faut pas que une femme se dise, bon, ben voilà, j'ai tel âge, j'ai plus de désir ou machin et j'ai une maladie, c'est la fatalité, j'arrive à l'âge où ça doit s'arrêter. C'est stupide de penser ça. Il ne faut surtout pas penser ça. Et du coup, je pense qu'il est important, et vous l'avez dit tous les deux, que voilà, c'est notre éducation qui a fait croire que, voilà, alors que l'homme, on lui dit, toi, tu peux jusqu'à, il n'y a qu'à regarder De Niro et compagnie. Donc voilà, peut-être que lui va en parler plus pour trouver des solutions, alors que la femme va baisser les bras, dire voilà, c'est fini, c'est maintenant. Et puis j'ai envie de rebondir, mais quand on voit un petit peu comment les problématiques sexuelles sont prises en charge aujourd'hui, l'homme, il y a une grande partie qui est prise en charge par la sécurité sociale. Chez la femme, on est encore dans des soins de… Il n'y a rien du tout. Alors justement, on n'a pas le temps de tout aborder ce soir, mais ça fait partie des sujets qu'on continuera à creuser parce que on a parlé ce soir de tout cet accompagnement de la sexualité comme un soin oncologique de support. Oui, peut-être, sauf que dans la vraie vie, il y a une vraie différence d'accès à la fois d'information, mais aussi financier à ces différentes options de traitement. Et c'est vrai que chez les hommes, c'est globalement beaucoup mieux pris en charge par, j'allais dire, les sécu, alors que pour les femmes, non. Et ça fait partie, je pense, des sujets qu'on va continuer à creuser en septembre avec mon réseau cancer gynéco et les résultats donc, de cette enquête dédiée avec les personnes… les femmes qui ont bien voulu répondre et concernées par ces cancers-là. Et on continuera, bien sûr, en octobre, etc. Donc, ça, c'est vraiment un sujet aussi, cette inégalité d'accès. Alors, il y a différents types de centres qui font des propositions, des études, des enquêtes, etc. J'ai mis un lien actuellement, parce qu'il y a une étude en cours qui permet d'accéder sur différentes régions à des approches pour certaines femmes.
Il y a eu une remarque, une question de quelqu'un pendant la conférence sur la difficulté d'accéder, de savoir où est-ce qu'on peut retrouver quand dans son centre, en région, dans sa petite ville, par exemple, on n'a pas d'onco-sexo. Où est-ce qu'on peut se renseigner si dans son centre, on n'a pas de consultation de sexologie? Est-ce que dans les ressources que vous avez partagées, notamment Marion, on pourra remettre ces liens-là pour rechercher des professionnels qui connaissent à la fois le cancer et la sexualité et qui peuvent nous aider? Alors oui, j'ai mis une slide avec plusieurs façons de trouver des professionnels formés en santé sexuelle et surtout en sexo. Par contre, la double valence sexo-onco, je la garantis pas. On est tous un peu sensibilisés. On l'est beaucoup plus quand on est en centre de lutte, quand on est dans des hôpitaux comme ça, ou vraiment rattaché de près à un centre. Là, pour le coup, j'ai pas encore de contact spécifique de professionnels sexo et onco. Je sais pas si Sébastien a plus, mais pour le coup, là, c'est vraiment de la sexo en général. Oui, moi, je pense, j'en connais des professionnels, mais c'est comme nous qui sont, en fait, ils sont dans des centres. Après, on va dire en dehors des centres anticancéreux ou vraiment des services où il y a des cliniques bien développées ou des hôpitaux qui font de la cancérologie vraiment de façon importante, je ne sais pas trop où on va pouvoir trouver ces spécialistes. Et après, je voulais quand même dire qu'il y avait une autre... Si tu permets, Laure. Pardon, vas-y. Ouais, je rajoute un tout petit truc par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Chez les hommes, la première ligne, donc la fameuse pilule bleue, n'est pas remboursée et les tarifs sont super variables d'une pharmacie à l'autre. Donc, je dis ça pour les hommes qui nous écoutent et qui veulent aller voir. Et surtout, je mets un gros warning à ne pas utiliser les sites Internet pour ce genre de pilule donc non remboursée parce que vous allez tomber sur du gros tout et n'importe quoi. Donc, il faut faire très attention. Ne prenez que des choses en pharmacie, mais les tarifs sont très différents d'une pharmacie à l'autre. Et je voulais juste aussi dire, dans les choses qui peuvent faire du bien, c'est justement pouvoir échanger avec d'autres patients concernés, par exemple, et pas uniquement, mais sur nos réseaux, dans ces fameux groupes, où ça libère la parole. Et ça permet aussi de voir des gens qui sont un peu plus devant. Et on a quand même plein de gens qui vont bien après leur traitement, qui ont retrouvé du plaisir, de la sexualité, parfois des nouveaux compagnons. Certaines notamment, certains aussi peuvent avoir des enfants après leur cancer. Enfin, tout ça, il y a aussi dans cet échange entre patients la possibilité de dire, de reconnaître en fait la réalité. Oui, c'est vrai, c'est difficile, j'ai mal, j'ai de la sécheresse ou j'ai plus de désir, je suis paumée, bref. Mais aussi d'avoir des personnes qui sont plus avancées dans leur cheminement, inspirants, comme Colette et Cyril aussi, qui nous aident à oser poser des questions. Donc voilà, je trouve que parfois dans l'échange entre pairs, il y a aussi quelque chose qui est soutenant en tant que tel. Donc merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui osent parler de tous ces sujets parce que ça nous aide tous. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup. Moi, je vais devoir clore parce que sinon, on va y rester très longtemps. Alors, je suis ravie de tous les messages que au fur et à mesure de la soirée, on a vu que la parole se libérait. Donc, il y a encore un chemin à faire. Mais voilà, c'est vrai qu'en multipliant ces initiatives, on va y arriver et surtout, on est contente avec Laure de pouvoir être utile à toutes les communautés. Et donc, on voudrait laisser la parole à Colette et Cyril, si vous avez un mot de la fin, une conclusion à dire. Oui, je veux bien dire quelque chose. À tous les patientes et patients qui sont là, moi je leur dis, ne renoncez pas. Ne renoncez pas. C'est pas normal d'abandonner une partie aussi agréable de sa vie après tout ce qu'on a vécu. Donc voilà, il faut s'accrocher et comme vous le voyez, il y a des solutions. La parole va se libérer de plus en plus et puis n'oubliez pas que les associations de patients sont là pour justement également vous aider à en parler plus librement et vous sentir plus à l'aise avec ce sujet pour pouvoir le traiter. Voilà. Ouais, tout à fait d'accord. Et moi, je rajouterais donc ouverture d'esprit, de dialogue, d'écoute pour ceux qui écoutent, et surtout se dire que si votre sexualité n'est pas comme celle d'avant, c'est pas grave. Réinventez-vous une sexualité, découvrez des nouvelles choses, et ça se passera au mieux. Merci à tous les deux. Un immense merci au docteur Pomerol et à Sébastien Landry. Et je vous souhaite à toutes et tous
une bonne soirée et un bel été. Et donc, on se retrouve en septembre. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Merci. merci.